Pour son 60e anniversaire, Germain Larivière de Saint-Hyacinthe est enchanté de vous présenter la prochaine émission débutant dans... On arrête le temps et on prend le temps. Au nom de la vie. Chante au nom de l'amour, au nom de la joie à chaque jour. Chante au nom de la vie, chante avec moi. Au nom de la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Au nom de la vie. Mon nom est Robert Leroux et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois cette semaine. Le thème de l'émission, l'aide médicale à mourir. Et je recevrai en deuxième partie la directrice générale de la Maison René Verrier de Drummondville, Marie-Julie Tchembert. Mais tout d'abord, je reçois Claudette Foisy-Arpin. Bonjour Claudette. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission, pour nous partager ton expérience qui s'est déroulée comment? Moi, ça s'est déroulé, j'ai aidé mon mari, j'ai aidé Jacques à se rendre jusqu'au bout. Je l'ai aidé, puis c'était beaucoup pour moi et pour lui. Comment j'expliquerais ça? Ça a été pour moi un cadeau que je lui faisais, de l'aider à aller jusqu'au bout, parce que c'est ce qu'il voulait à cause de sa maladie. Oui, on va en parler. Tout d'abord, on va se tutoyer, si tu veux bien. On se connaît. Oui. J'ai connu Jacques, ton conjoint. Jacques, il y a combien de temps que la maladie est arrivée? Il a été diagnostiqué le 12 janvier. Et puis, ça s'est dégradé parce que le docteur, eux, disait que il lui donnait à peu près 2 ans à vivre. OK. Et puis, à ce moment-là, vois-tu, en janvier, puis au mois de juin déjà... L'année passée, parce que ça a fait 1 an maintenant, le 23 juin. Oui. Même avant le mois de juin, c'est-à-dire au mois fin mai, il dégradait. Il ne pouvait plus se servir de ses mains. C'était la maladie SLA. Le SLA, la sclérose latérale amyotrophique. OK, qu'on entend de plus en plus parler. Oui. C'est la chose qu'on a faite, la glace, là, qu'on tout le monde faisait ça. En plein ça. Le challenge. En plein ça. Puis on n'entendait pas tellement parler. Parce que moi, quand je l'ai su, qu'est-ce qu'il y avait, moi, je pensais, là, parce qu'on m'avait dit que c'est une maladie qui est rare. Ouais. C'est une maladie qui n'a pas de médicaments, qui n'a rien. Quand tu as ça, c'est fini. Tu t'en vas jusqu'à la mort. Et puis... quand Jacques a eu cette maladie-là, j'ai pu constater qu'il y en avait plusieurs. Puis beaucoup plus qu'on le pense qu'il y avait cette maladie-là. Cette maladie-là, si je comprends bien, ils n'ont rien trouvé encore. Ils n'ont rien trouvé. Alors, si tu as un diagnostic, c'est sûr que tu t'en vas vers là. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de médicament. Le seul médicament qu'il donne, c'est pour pas que les poumons... comment je dirais ça, pour pas qu'ils étouffent, pour que les poumons, puis... Comme de l'eau dans les poumons? Oui, c'est tout ça. Mais lui, Jacques, il n'en a pas voulu. Jacques voulait rien, il voulait aucun médicament. Et quand il a demandé, il dit, ces médicaments-là, vont-tu m'aider à vivre? Puis quand ils ont dit non, ben regarde, je veux rien. On s'entend que Jacques, 1 an avant le diagnostic, c'est un grand sportif, il est en forme. Oui, on faisait de la moto au mois d'octobre. Ah ouais? Oui, on faisait de la moto au mois d'octobre, ça allait bien, puis tout ça. Et puis, en janvier, le diagnostic, c'est vers le mois de décembre qu'il trouvait qu'il y avait de la misère peut-être avec ses mains. OK. Et puis... c'est arrivé, le bang, comme ça, là. Il y avait de la misère à marcher, il se traînait les pieds. OK. Fait que là, mon docteur, qui était son docteur, a demandé de voir un neurologue. Puis c'est à ce moment-là, ils ont passé tous les tests. Puis ils ont dit, bien, regardez, vous avez le SLA. Et puis c'est ça, lui a dit que c'était 2 ans seulement qu'il ne passerait pas à travers. Puis lui, vois-tu, Jacques, ce qu'il a dit, Jacques a simplement dit au docteur, quoi, mon numéro est sorti.
il n'y a pas eu de réaction, rien. OK. Mais c'est après. Puis là, quand il se voyait, là, que c'était un gars qui était autonome, un homme autonome. Ouais. Puis du jour au lendemain, il ne pouvait plus se servir de ses mains, il ne pouvait plus se servir de ses jambes quasiment. Il commençait à s'étouffer. Fait que c'est là qu'il a demandé l'aide à mourir. Mais c'est nouveau, ça. Oui. En tout cas, on entend parler un petit peu, Claudette, mais de plus en plus, ça fait peur un peu. Avec la directrice, tantôt, on va en parler. C'est disponible à qui et pour qui et tout ça. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est quand on a une maladie comme ça, il y a toujours de l'espoir. Tu sais, on se dit, je garde espoir qu'il va arriver quelque chose, qu'on va s'en sortir. Bon, à la limite, un miracle ou bon, un médicament qui va sortir, une découverte. Et là, en se donnant une date comme ça, on vient d'enlever tout ce côté espoir-là. C'est parce que lui, vu que ça se dégradait beaucoup, il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait pas de... C'était à la déchéance, là, tu sais. Fait que là, c'est là, à ce moment-là, qu'il a dit, regarde, je ne veux pas souffrir. Il a parlé à son docteur. Il dit, je vais avoir l'aide à mourir. Mais il dit, ce que je veux savoir, il dit, je vais souffrir ou bien je souffrirai pas. Parce qu'il dit, moi, j'ai peur de ça. OK. Et puis, ils ont tout bien expliqué. Mais il dit, c'est ce que je veux. Il dit, je veux pas souffrir. Puis je veux pas me voir allongée, puis être capable de rien faire, puis avoir toute mon intelligence, puis à savoir là, que je peux plus. Et il dit, j'aime mieux partir, puis il dit, je veux pas voir les autres souffrir non plus. Parce qu'il me voyait que je m'occupais de lui. Oui. Et puis, C'est comme un fardeau, à quelque part, là. Peut-être pas, parce que si ça serait à refaire, je le referais. OK. Je le referais, puis... Par amour, oui. Oui. Et puis, ça nous a beaucoup rapprochés. Ça, c'est Ouais. encore plus, ça nous a encore plus rapprochés. Il y a des bons côtés à la situation. Oui. Mais il m'en a parlé avant d'en parler aux enfants, puis tout ça. Et puis moi, je lui ai dit, regarde, c'est ta décision. J'ai dit, c'est ta décision à toi. Fais pas ça pour les autres. J'ai dit, fais-le, c'est pour toi. Si toi, tu veux le faire vraiment pour toi, je suis d'accord. Mais si tu veux le faire parce que moi, tu me vois que je t'aide beaucoup, puis je peux être fatiguée, si tu le fais pour ça, mais fais-le pas. C'est ce que je lui avais dit. Mais j'ai dit, si c'est pour toi, je vais t'accompagner jusqu'au bout. Ça a été dur. Mais je comprends. Non, c'est de Ça a été l'amour. dur. Ça a été dur. Sans mesure. Oui, ça a été dur, mais j'ai été jusqu'au bout. Jusqu'à le matin, emmené à l'hôpital. On s'est en allé à l'hôpital, la chambre, l'heure, parce que Jacques, il regardait tout le temps l'heure. Ah. Oui, Jacques, il regardait toujours l'heure, parce que ça devait se faire à 1 heure. Ça s'est fait à 1h05 à peu près, parce que les 2 médecins sont arrivés dans la chambre. Fait que peut-être 1h30 avant, on l'a mis en robe d'hôpital. Oui. On l'a couché, on l'a assis parce qu'il avait trop mal dans le dos, parce que les reins et tout ça à cause de ses muscles. Et puis, quand il a vu les médecins arriver, là, il a commencé à pleurer. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'il nous a fait nos adieux. Puis à ce moment-là, bien là, il m'a pris dans ses bras. Puis il a eu la force parce qu'il n'était pas capable. Là, il était... Oui, il a pris la force de me prendre dans ses bras. Puis il m'a dit, mon amour, t'es mon amour. Il dit, t'es mon ange. Il dit, je t'aime. Fait qu'après, là, il a pleuré. Ouais. Après ça, là, le docteur, il a dit, c'est-tu beau, M. Harpin? Vous voulez qu'on commence? Il a dit oui, allez-y. Fait que là, tout ce temps-là, bien, moi, je l'ai tenu. Mais c'était... Par injection, ça s'est passé? Par 3 injections. C'est ça. La première injection, il donne une piqûre pour le sommeil profond. OK. Après ça, c'est le coma profond. OK. Puis le temps qu'il injecte la deuxième piqûre, le liquide n'est pas encore tout. Puis là, le docteur nous rassurait, il disait, regarde, il dit, respire plus. Là, il respirait plus. Puis après ça, il dit, vois-tu, pas longtemps après, son cœur a arrêté. Mais il a été serein. Ça a été serein. Ça a été une... pas une belle... comment je dirais ça? Malgré tout, une belle expérience de vie. Oui, puis il est parti comme qu'il voulait.
Oui, c'est ça, surtout Il est parti. dans le respect de ce Oui. qu'il a demandé. Oui, oui. Puis il avait tout vu son monde avant. La porte de la maison était toujours ouverte. Tout le monde venait à la maison pour... même toi, tu t'en souviens, tu lui as chanté Oui. une chanson. Oui. Et puis, ça a été... Il était content. Il était content pour ça. Et Puis- dans ton cœur, à toi, la conjointe, parce que là, face à la mort, on doit automatiquement avoir à faire un deuil. Oui. Et là, on le sait d'avance Oui. que ça va se produire. Mais c'est dur. Ça doit. C'est dur. Quand il arrive, là, que c'est le matin qu'on vient te chercher, Oui, oui. puis là, mais tu l'habilles pour la dernière fois, Oui, ben oui. ça, c'est dur. C'est Puis là- toujours, il y a toujours, on le sait que c'est la dernière fois à quelque Oui, chose parce oui. que ça va se passer. Lui-même, il regardait l'heure, mais moi aussi, je regardais toujours l'heure pareil. Parce que je me disais, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis pas parce que je voulais pas, parce que c'était son choix, mais en dedans de moi, là, c'était dur, c'était dur. Est-ce que tu as eu de l'aide, du soutien de quelques Oui, associations? je peux féliciter le CLSC de Saint-Hyacinthe, si je ne sais pas si je peux me le permettre. Ben oui, certainement. J'ai eu la collaboration oui. de plein de gens là-bas. Oui. Puis c'est fameux, fameux. J'ai une de mes copines qui m'a aidée aussi, On Suzanne. fait quoi? On appelle, on dit, bon, je suis en situation, voici... Oui. En premier, c'est le neurologue, puis c'est le travailleur social de l'hôpital qui téléphone, qui nous met en contact avec le CLSC. On a eu la physio, on avait besoin de telle chose, de telle chose. Tout de suite, on l'avait. On avait travailleur social qui venait, Jacques. Ma question, ça, on va en parler de ce qu'on Oui. dit avec la directrice générale dans la deuxième partie, mais ma question, c'est, on a tous cette aide-là, et un coup que le moment est, bon, Jacques est parti, tout le monde s'en va, là, on se ramasse toute seule. Oui. Est-ce qu'on a de l'aide encore? Non. OK. Non, j'ai pas eu beaucoup d'aide. Je suis correcte, j'ai eu mon médecin, je me suis garochée, comme on dit, à mon médecin. Et puis là, j'ai dit, garde, je file pas bien, et puis j'ai besoin de quelque chose parce que là, je le vois chez nous tout le temps. Oui, ben parce oui. que moi, je l'ai gardé avec moi, puis jusqu'à la journée même du décès. Fait que je m'en ai occupée à la maison. Fait que là, quand je rentrais, parce qu'à la fin, il faut dire, il ne pouvait plus coucher dans son lit OK. parce qu'il avait trop mal. Puis moi, mais j'ai un aileron, mais 2 places. OK. Et lui se couchait sur un côté parce qu'il se sentait bien. Je pouvais le descendre. Puis moi, mais je couchais à côté de lui. OK. Fait que là, comme ça, on était toujours ensemble pareil. Mais je le voyais tout le temps, là, tu sais. Puis quand il est décédé, le lendemain, c'était le feu d'artifice Saint-Jean-Baptiste. À Saint-Jean-Baptiste, oui. Et puis, juste avant qu'il décède, le matin avant qu'on parte, il m'avait dit, Claudette, il dit, je veux que tu t'en ailles au camping. Eh oui. Ben, il dit, c'est le feu d'artifice. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, je vais y aller. Ben, ça me tente pas. J'ai dit, tu seras pas là. Fait que, il dit, oui, je vais être là. Il dit, tu vas voir. Il dit, je vais regarder le feu d'artifice avec toi. Puis il dit, moi, te prendre dans tes bras. Oh, wow. Mais moi, ça me reste dans la tête. J'ai dit, OK, j'y vais. Je m'en vais au feu d'artifice. Puis là, mais là, je sens pas Jacques qui me prend dans ses bras. Oui. Là, je me suis mis à pleurer, Oui. pleurer. Mais j'ai quasiment passé l'été au camping. Je pouvais pas aller à la maison tout de suite. OK. J'ai été rendue au mois de septembre. J'ai commencé à y aller tranquillement à la maison. Mais j'avais de la misère. Puis, Claudette, tu n'as pas trouvé aucune aide à l'extérieur, à part ton médecin qui Mon t'a médecin, donné des c'est ça. antidépresseurs. C'est ça. OK. C'est un peu dommage qu'on n'ait Ouais. rien encore. Non, on n'a rien pour ça, par exemple. Ça, on n'a rien, on a tout pour le Quand ça se passe, Quand ça le moment, se passe, puis- c'est ça. C'est ça. Même moi, j'avais de l'aide parce que Suzanne elle venait, j'avais mes l'entourage, les enfants, amis, c'est ça. ouais. Mais
pour me dire, ben là, regarde, tu as besoin toi aussi, parce que Jacques le disait. Il disait à son docteur, il dit là, il dit Claudette, il dit, elle a besoin d'aide, elle aussi. Ben oui, Il n'y a ben pas oui. juste moi, il dit, Oui, il y a oui. elle aussi. Il le disait souvent. Mais là, regarde, moi, je disais, Jacques, regarde, c'est pas grave, moi, là, je vais me reprendre plus tard. OK. Parce qu'on dit souvent ça, que c'est l'aidant souvent qui part avant l'aider, parce qu'on devient épuisé. Oui, L'aidant j'ai été devient épuisée aussi. Oui, c'est ça. J'ai été épuisée. Puis même, vois-tu, ça a fait 1 an le 23. Puis de temps en temps, tout est beau. Puis là, là, tout d'un coup, je vais être, mettons, en auto. Puis là, mais je vais penser à Jacques. Oui. Puis là, mais là... Ou une chanson. Une qui nous chanson, rappelle, oui, c'est ça. Puis là, je me mets à pleurer. Puis j'ai une chanson que j'avais écoutée de... comment elle s'appelle? En tout cas, je me souviens pas du nom de la chanteuse. Cette chanson-là, c'est une beauté. Elle chante une chanson, elle parle à son conjoint qui est décédé. Elle lui dit que qu'elle pense à lui, qui est dans son cœur. C'est pas Annie Villeneuve. Non, c'est ok. pas. Je me souviens plus de son nom, là. Mais il reste toujours des chansons qui nous suivent comme ça. Toujours. Est-ce qu'on peut dire que... Parce que, vu que c'est nouveau, on n'est pas habitué. Nos générations ne sont pas habituées d'entendre cette aide médicale à mourir, là. Est-ce qu'on parle maintenant d'un suicide ou c'est autre chose? Je crois pas que c'est un suicide. Je vais dire un suicide sur quelqu'un qui a toute une vie à vivre, OK. puis qui se suicide. Ah, C'est bon pas point. pareil. Ah, c'est un bon point, ça. Ça, Je c'est suis pas content pareil. de la réponse, oui. Oui, c'est pas pareil. Mais là, il n'y avait rien à faire. Il y avait là. rien à faire. Euh, Elle allait partir pareil. Il allait partir, mais il aurait souffert. Ouais. Puis, cette maladie-là fait en sorte que c'est juste ton cerveau, ton intelligence, tout est là, mais il n'y a plus rien qui bouge. Oui, oui. Il n'y a plus rien qui bouge. Tout est comme mort, dans le fond. Fait que, dans le fond, c'est pas un suicide. Pour moi, ça n'en est pas un. Et maintenant, 1 an après, et un petit peu plus, comment qu'on va? C'est comme je te dis, j'ai des périodes là, que je pense à lui, mais je vais toujours penser à lui, Ouais. parce que ça a été mon grand amour. Ouais. Et puis, mais je pense encore à lui, mais c'est mieux que c'était. Évidemment. Je peux plus en parler. Oui. Peut-être là, 3 mois, 4 mois, je pouvais pas. Aussitôt que j'en parlais, Ouais. je pleurais à chaudes larmes comme un bébé lala. OK. Tu sais, je vais arriver, je vais verser des larmes, mais ça va. J'y fais plaisir en me C'est comme montrant. un hommage Oui. qu'on lui rend aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que moi, ce soir, j'y ai promis, j'y ai dit, j'y ai parlé, puis j'ai dit, Jacques, je te promets. Je pleurais pas. Il semblerait que les larmes cessent et fait place aux beaux souvenirs qu'on a eus. Oui, on pense toujours aux beaux souvenirs, ça c'est vrai. Oui, hein? Mais les larmes restent toujours là pareil. Un petit peu. Oui, un petit peu. Ouais. Ouais. Tu peux pas faire autrement. Je dis pas quand tu n'aimes pas une personne, mais quand tu aimes la personne, c'est normal tu le vois, tu vois un petit souvenir, puis tu te dis, ben, oh Seigneur, tu sais, il n'est pas là avec moi, tu sais. Et quand on a un temps déterminé comme ça, si on a quelque chose à faire, on le fait parce qu'on sait que c'est là que ça termine. Oui. Alors, tu as eu le temps de lui dire tout ce que tu avais à lui Ah dire. oui, et tout oui, ça. oui, j'y ai tout. C'est un bon côté, ça aussi. Oui, même lui, on a parlé, puis des fois, il trouvait ça dur de me voir que j'étais fatiguée. Parce que des fois, comment je dirais ça, avec cette maladie-là, des fois, il venait. C'est pas qu'il se choquait, mais des fois, il était sec un petit peu. Ah oui, mais la souffrance, ça fait C'était la réagir. souffrance. Puis moi, je disais, ben voyons, arrête ça. Puis là, ben, il se replaçait, puis tout ça, puis je comprenais ce qu'il y avait. Mais c'est comme je te disais, ça serait recommencé, je le referais la même chose avec lui. C'est dur. Refaire la même chose avec lui parce que c'est sa décision. Oui. Maintenant, est-ce que ça serait ta décision à toi? Si, mettons que... Que ça t'arriverait à toi?
Dis-moi, je vais choisir. Si j'ai vu que j'ai connu ce que c'était, Ouais. si je tombe malade, puis que j'ai rien pour que ce soit un cancer, qu'ils me disent que j'ai un cancer, puis que tu peut-être même pas un an à vivre, ou bien la sclérose, ou bien n'importe quoi, je crois que je le ferais. Oui. Oui. Ça fait pas un peu peur? Non, non, parce que autant j'avais peur, quand j'ai vécu ça, ça m'a enlevé ma peur. OK. Moi, là, j'avais peur de la mort, j'avais peur de tout ça, mais il est tellement parti serein. Non, j'ai pas peur. Je le ferais. Ah oui. Oui, je le ferais. Je le demanderais, moi, si... c'est sûr que si je peux arriver, puis ils me disent, j'ai ci, mais avec des traitements, je vais être correct. Ça, si on m'assure, à ce moment-là, peut-être que je le ferais pas faire. Mais si j'ai rien, je le demanderais. Parce qu'il y a des gens qui refusent les traitements. Exemple, on parle de cancer, ils vont refuser les traitements de chimio parce qu'ils disent que c'est ça qui va les achever, qui va les tuer. Mais pour d'autres personnes, les traitements chimio, ça fonctionne. Ouais. Et, ça dépend toujours du cancer. Ouais, si ça tu dépend arrives de la avec un personne aussi, cancer, si tu arrives avec un cancer de la pancréas, je suis pas sûre, moi, que tu vas t'en sortir. OK. Fait que ce qui arrive dans ce temps-là, fait que ça donne quoi? De te faire prolonger. Oui. De te prolonger, pourquoi? Tout le temps que tu es prolongé, tu es malade. Oui. Tu n'as pas de vie, là, tu es toujours malade, puis tout ça. Ça donne quoi, dans le fond? Moi, je parle à propos de ces cancers-là, là, qui sont pas... mais les autres, que tu peux t'en sortir. Comme moi, j'ai eu ma fille, à 24 ans, elle est enceinte de 4 mois et demi, elle a eu le cancer des ganglions. Et puis, ils ont donné un traitement expérimental. OK. Tout le temps de sa grossesse. Puis aujourd'hui, regarde, sa fille, elle a eu sa chimio après, quand la petite est venue au monde. Et puis, ma petite fille, elle a 18 ans aujourd'hui, puis ma fille va bien. Ça, c'est correct, mais quand tu as des cancers là, qui sont pas... Quand c'est pas soignable. Non, c'est pas soignable. Ça donne quoi? Ça donne quoi de faire souffrir le malade? Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non. Moi, je suis d'accord que l'aide à mourir soit là. Moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est toute une expérience de vie Oui. qui est... je pensais pas un jour qu'on serait arrivé là. Mais si cette option-là fait que la personne peut partir sereinement Oui. et que les gens de la famille qui restent deviennent sereins aussi avec cette Oui. situation-là, pourquoi pas? Oui. Moi, je sais que j'étais... Vois-tu, regarde, Jacques, qui a tout reçu sa famille, tout à fait, à un point que la famille, les amis, tous les amis, ils disaient, on te souhaite un beau voyage, on te souhaite ci, comme toi aussi, tu lui as dit. Oui. Puis, lui, il disait, bien, m'envoie une pensée pour vous autres. Oui. Et c'est ça qu'il disait, il dit, m'envoie une pensée pour vous autres là-haut, en haut, m'a parlé de vous autres en haut. Il était même là, il était généreux, il pensait encore une fois... Oui. Parce que ce choix-là, c'est un peu égoïste, parce qu'on se dit, je vais arrêter de souffrir, c'est là que je vais arrêter, je n'ai pas à continuer je le fais pour moi. C'est un côté égoïste qu'on peut dire, mettons sans être péjoratif, là. Mais il y avait toujours une pensée pour l'autre quand même. Oui. C'était une bonne personne, genre. Oui, c'était une bonne personne. C'était une personne tout le monde le connaissait, tout le monde... il était aimé de tout le monde. Un beau grand sourire. Oui, il souriait tout le temps. Oui. Puis il nous a souri jusqu'à la fin aussi. Il a pleuré, mais il nous a souri aussi jusqu'à la fin. Il a pleuré quand tu disais qu'il a vu les médecins rentrer, comme là, c'est le temps. Là, on ne peut pas retourner en arrière. Non, c'est ça. Mais non, il n'a pas pleuré pour ça. Il a pleuré parce qu'il voulait dire bonjour, puis il voyait que nous autres, on était tristes. OK. Puis c'est peut-être ça qui le rendait triste. Ah, OK. Moi, je dis que c'est ça qui le rendait triste, parce que c'est vraiment ce qu'il voulait. Puis il était tellement, comme je te dis, il était serein avec ça. Fait que je crois pas qu'il pleurait parce que il nous laissait... Parce que... Nous, on était d'accord avec ça. Okay, tout le monde était d'accord. C'était clair. On l'accompagnait, puis il était content pour ça. Fait que je crois pas qu'il pleurait parce que il pensait à nous voir. Là. Non, il était content
il était content pour tout ça. Il avait fait son choix. Oui, il avait fait son choix, puis nous aussi, on lui avait dit, on va jusqu'au bout avec toi. Et avec une expérience de vie comme celle-là, c'est vrai que c'est tôt, mais est-ce qu'on pense refaire sa vie? Est-ce qu'on pense à... Pour l'instant... C'était toute jeune, oui, Claudette. je le sais, mais pour tout de suite, non. J'ai encore... Ça me donne quoi de refaire ma vie si j'ai lui dans ma tête encore? Ouais. Ça ne sera pas un aide pour l'autre personne, de toute façon. Fait que j'aime mieux attendre quand ça sera... De toute façon, ça va venir toute seule. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Ça va venir tout seul, tu ne t'attendras pas. Fait que d'ici là, ça ne m'intéresse pas pour tout de suite. J'ai des choses à faire. Comme je te dis, j'ai encore lu dans mes pensées. Fait que ça donne... C'est pas un aide. Ça ne sera pas un aide pour une autre personne. Bien, c'est pas nécessairement que sa fin a mis fin à certaines choses de ta vie non plus. Là. Non, c'est ça. C'était son choix, sa vie. C'est en plein ça. C'est non, toi qui... C'est en plein ça. OK. Moi, je suis pas prêt encore. OK. Je suis encore... mon deuil est fait, mais, comment je dirais ça, il est encore dans mes pensées. OK. Fait que ça donne rien, là, tu sais. Comme je te dis, la journée que ça va venir, puis c'est tout. Comme avec Jacques, parce que Jacques, tu C'est l'as ça. rencontré... Oui, on s'est rencontrés, c'était drôle, parce quand que j'ai rencontré Jacques, on se connaissait... On s'est parlé au téléphone, puis on ne se connaissait pas, dans le fond. Et puis, quand on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une de mes amies, il est rentré chez moi, parce qu'on était censés se voir, venir à mon travail, puis dans le fond, quand il est venu à mon travail, c'était pas à bonne place. Fait que là, il dit, ouais, mais c'est bien trop loin, bel oeil. Fait qu'il est à Montréal, il est retourné de bord, puis il a appelé ma copine. Fait que là, ma copine, elle m'a appelé, fait que j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis quand on s'est rendu, je me suis rendue chez elle, mais là, je l'ai entendu parler. OK. Et puis, parce que ma copine, elle avait beaucoup de... Fait que là, elle dit, oh, elle dit, t'as pas changé, parce qu'elle, elle l'a connu, Il était tout petit. Fait que, en fin de compte, il m'a embrassé ses joues. Puis quand on s'est assis sur la table, bon, mais la première chose qu'on a fait, on s'est tenu les mains. Oh, vous êtes tenu la main. On s'est tenu la main, puis on s'est jamais relâché depuis ce temps-là. Ça aurait fait 21 ans, là, le 1er mars. Et à la dernière journée, tu lui tenais Oui, la main j'ai aussi. tenu la main, il m'a pris dans ses bras, puis je lui tenais la main, puis je la tenais, oui. Claudette, je ne dirai jamais assez merci pour ce beau partage-là de vie. Bien, merci. Et tenir la main, se tenir la main, Oui. c'est tellement significatif. Oui. Je reçois maintenant Marie-Julie Thiembert. Bonjour, Marie-Julie. Bonjour. On peut se tutoyer aussi? Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus simple comme Restons ça. dans le thème. La maison René Verrier à Drummondville. Oui. Parlez-moi un petit peu. En fait, la maison René Verrier est une maison de soins palliatifs, comme il en existe un peu partout dans les régions du Québec. Il y a 31 maisons de soins palliatifs au Québec actuellement. Et de ces 31-là, il y a 3 maisons qui donnent accès à l'aide médicale à mourir. Donc, à Drummondville, on donne accès. Il y a aussi la maison Aube-Lumière de Sherbrooke et il y a la maison de soins palliatifs de Sept-Îles. Ce qui veut dire que les gens dans ces maisons-là peuvent recevoir les injections. En fait, si c'est leur choix et qu'ils en font la demande de façon officielle, on va les suivre et on va les accompagner dans leur choix, comme Madame le disait si bien tantôt, parce que c'est une demande qui doit provenir du patient lui-même. OK. On ne peut pas formuler une demande pour quelqu'un d'autre OK. que soi-même. Et c'est d'emblée, je provoque la première question qui est Allez-y. quels sont les critères Oui, d'admissibilité pour l'aide sûr. médicale à mourir? Premièrement, l'aide médicale à mourir, il y a 6 critères. Et on doit avoir tous les critères. C'est pas j'ai 4 critères sur 6 OK. ou j'en ai 5 sur 6. Pour passer le test. Il faut avoir les 6 critères pour être admissible à l'aide médicale à mourir. Le premier critère, c'est d'être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie, donc avoir notre carte soleil, OK. comme on dit. Pourquoi? Ouais. Pour éviter le tourisme lié à l'aide médicale à mourir, comme c'est le cas actuellement en Suisse. Ouais. Depuis plusieurs années, la Suisse donne accès à l'aide médicale à mourir et il y a plusieurs personnes d'ailleurs dans le monde qui vont en Suisse que pour recevoir Oui. ce soin-là. Alors, la loi québécoise, dans la façon qu'elle a été régie, c'est vraiment uniquement pour les Québécois.
Ensuite, le critère numéro 2, c'est être majeur. Donc, on ne peut pas faire une demande pour son enfant et une personne de 15, 16, 17 ans ne peut pas faire une demande d'aide médicale à mourir et être apte à consentir pour soi-même. Ensuite, 3, et c'est un critère très important, être en fin de vie. Ouais. Quelqu'un qui a, par exemple, la SLA, dans le cas de l'histoire de madame, ce que je comprends, c'est que la maladie s'est dévoilée en janvier et que ça a été très rapide dans le déclin physique de monsieur. Mais c'est pas toujours le cas. Et dépendamment de la maladie peut être longue dans son cheminement. Or, ce critère-là est actuellement questionné par plusieurs personnes et plusieurs regroupements, justement, sur la notion de fin de vie. Parce que le médecin doit avoir déclaré un pronostic sombre, c'est-à-dire qu'il reste quelques semaines, quelques mois à vivre. Il n'y a plus d'espoir. L'espoir dont tu parlais au tout début de l'émission, où tu disais, je comprends pas, il y a toujours de l'espoir, mais pour recevoir l'aide médicale à mourir, il y a un médecin qui a déclaré que l'espoir pour la vie à long terme n'existe plus. Donc, ça prend... C'est gros, mais ça arrive très souvent. Et on y arrive tous un jour, hein? À un moment donné, on va être tous dans cette situation-là. Ensuite, ça, c'était le 3e critère. Le 4e critère, c'est avoir une maladie grave et incurable pour laquelle il n'y a pas de traitement possible. Et ensuite, numéro 5, avoir un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et finalement, le 6e critère, c'est éprouver des souffrances psychologiques ou physiques qui sont intolérables pour la personne elle-même. Or, quelque chose qui est intolérable pour moi peut l'être différemment pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi c'est la personne elle-même, le patient lui-même en fin de vie, qui peut formuler une demande officielle d'aide médicale à mourir pour lui-même. Est-ce que, souvent, ces personnes-là, le temps déterminé de fin de vie, là, souvent une personne en fin de vie comme ça n'a plus sa tête, n'a plus qu'est-ce qu'on fait? Non? Non, détrompez-vous. Nous, on accompagne des patients qui ont leur tête jusqu'au tout dernier. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est comme légume? Il n'est pas admissible à l'aide médicale à mourir. Parce que, rappelez-vous du 2e critère, être apte et être apte à consentir aux soins, être apte à demander pour lui-même. Mais cette personne-là est emprisonnée dans son corps. Et médicalement, on ne peut pas lui offrir grand-chose. Non. Et quelqu'un qui est confus et qui tombe dans le coma, par exemple, n'est pas non plus admissible à l'aide médicale à mourir. Donc, à partir du moment où on formule la demande, où on signe le formulaire de demande officielle, c'est un formulaire qui vient du ministère, hein, c'est pas un formulaire qu'on a écrit sur une feuille de cartable. La demande doit être co-signée par 2 témoins indépendants. Elle doit être signée par le patient lui-même. 2 témoins indépendants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui ne sont pas sur le testament, qui ne sont pas en position d'être sur l'héritage du patient. Et, exactement. Dans le cas d'une maison de soins palliatifs, par exemple, on ne peut pas, moi, comme directrice générale, je ne peux pas être co-signataire, être un témoin indépendant parce que je gère la maison dans laquelle le soin est accessible. Donc, c'est vraiment souvent un ami de la famille ou quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Donc, formulaire signé par le patient, 2 témoins indépendants. Et à ce moment-là, on remet cette demande-là au premier médecin. Premier médecin qui va s'assurer que tous les critères sont respectés et va aller beaucoup plus loin avec le patient pour s'assurer que le 6e critère, est-ce qu'on est vraiment dans des souffrances physiques ou psychiques intolérables? Est-ce qu'on a vraiment tout fait ce qu'on pouvait faire et ce qui était accessible comme soin pour soulager la personne qu'on a en face de soi? Donc, quand le premier médecin déclare que oui,
tous les 6 critères sont répondus, il doit obligatoirement demander l'avis d'un second médecin. Ouais. Et ça, c'est inévitable. C'est pas, il y a un médecin qui décide ça tout seul dans son bureau, puis on va prendre rendez-vous jeudi prochain pour faire ça. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement un confrère de travail, ça peut être... C'est quelqu'un d'indépendant. Encore une fois, c'est un médecin totalement indépendant du premier. Or, le deuxième médecin arrive, et lui, sa job, c'est de, encore une fois, revoir tous les 6 critères. Mais il fera pas nécessairement tout le travail que le premier médecin a fait au niveau, souvent psychologique, tout ce qui a été fait. Lui, il va se concentrer sur, bon, OK, est-ce qu'on répond aux 6 critères? Une fois que le second médecin dit, je suis d'accord aussi, à ce moment-là, on peut prendre le rendez-vous pour obtenir le soin, l'aide médicale à mourir. C'est un soin qui est impérativement et exclusivement donné par un médecin. Une infirmière ne peut pas donner l'aide médicale à mourir. C'est un soin médical, c'est pas un soin infirmier. D'accord? Il y a une nuance. Et c'est le patient avec le médecin qui vont décider du rendez-vous. Le patient peut changer d'idée et d'avis en tout temps. Si M. Jacques, quand les médecins sont arrivés dans sa chambre ce matin-là, si M. Jacques avait dit « Ah, je suis plus sûre, là. Ah, là, tout d'un coup, j'ai peur, puis non, je veux plus. » Ça aurait été cancellé. Appelons ça comme ça. Selon la demande du patient. Selon la demande du patient. patient. Et c'est pour ça que le patient doit toujours être apte à consentir aux soins. Parce qu'il doit décider pour lui-même jusqu'à la dernière seconde. Par exemple, prenons mon père. Par exemple, mon père est décédé il y a maintenant 20 ans de ça et mon père, quelques jours avant son décès, disons quelques heures, 48 heures avant, il s'est mis à faire un délirium et là, il parlait de la reine d'Angleterre avec laquelle il avait été cueillir des framboises. Bon. Mais mon père, s'il avait fait sa demande et que 48 heures plus tard, il commence à délirer, à ce moment-là, la demande tombe. Parce qu'on ne peut pas s'assurer que le patient veut encore ce soin-là jusqu'à la dernière minute. Excusez-moi. Oui. Excusez. Mais ça l'élimine automatiquement plein de gens. Là. Absolument. Ça élimine plein de gens et ça élimine ce pourquoi beaucoup ont peur que ça déborde. Ben oui, c'est ça. Qu'on puisse avoir de l'aide médicale à mourir comme ça à tout vent, qu'on peut le demander pour, par exemple, ma vieille mère, que je suis tannée de prendre soin, puis que j'ai hâte d'avoir l'héritage pour me payer ma nouvelle piscine creusée. Ça évite tout débordement. C'est une loi qui est très, très, très encadrée. Vous pensez pas que c'est trop? Bien, en fait, je pense que quand on instaure une loi comme celle-là, qui est tout sauf banale, il faut y aller avec parcimonie et il faut encadrer peut-être plus que pas assez. En effet. C'est vrai. Et je pense que c'est ce qu'on a voulu faire avec la loi sur l'aide médicale à mourir. Maintenant, je pense aussi que c'est une loi qu'il faut que la société apprivoise. Oui, bien, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et quand on connaît mal quelque chose, on l'interprète souvent très mal. Oui, on pense toujours au suicide. Pourquoi se suicider? Garder espoir, on se bat. Là, on entend partout, faut se battre dans la vie jusqu'au bout, puis pas lâcher, garder espoir. Et là, ça vient de mettre un terme à tout ça. Bien, en fait, c'est pour ça que le critère d'être en fin de vie devient très important. Parce que avant qu'un médecin nous dise qu'on est en fin de vie, on garde espoir, on se bat et les gens continuent. Et c'est d'un courage extraordinaire que de se battre contre la maladie et d'y faire face. Et en famille ou seul, ou pour tout le monde alentour, le proche aidant, le patient lui-même, c'est extraordinaire. Mais à un moment donné, il arrive parfois, et souvent, et à tous les jours, il y a des gens qui se font dire par leur médecin, ben, monsieur, madame, vous êtes en fin de vie. Il vous reste un pronostic sombre de 2 à 3 mois d'espérance de vie. C'est aussi une réalité. Or, l'aide médicale à mourir, maintenant, est un choix accessible à tous en fin de vie pour décider si on veut choisir comment on va partir au lieu de subir sa mort.
dans les multiples témoignages d'aide médicale à mourir, non pas à la Maison René Verrier, parce que j'ai trop d'une main là, pour les compter, les expériences qu'on a. Ah oui, à ce point-là. Ça a été de façon exceptionnelle. Là. Mais ailleurs, au Québec, il y en a plusieurs, notamment dans les hôpitaux. Ce qu'on nous ramène comme témoignage des gens qui ont choisi ce soin-là, c'est pas un choix qu'on fait comme ça. Oh, on décide à la dernière minute que c'est de même. C'est un choix qui fait son chemin, qui a un cheminement psychologique chez le patient, il doit mûrir chez son entourage. Et quand ils en viennent à eux aussi avoir cette si importante dose de courage pour signer le formulaire et demander à 2 témoins indépendants et de demander à son proche aidant, à la femme qu'il aime, vas-tu m'accompagner jusqu'au bout? C'est pas un arrêt de volonté de vivre. C'est pas je décide que j'arrête de me battre. C'est de vouloir partir, je pense, sereinement et de vouloir choisir comment ça va se faire. De vivre jusqu'au bout et d'être toute là pour vivre jusqu'au bout. C'est bon de vous entendre parler comme ça parce que moi, ça me rassure parce que moi, je suis, comme bien des gens à la maison, c'est troublant comme décision. Mais c'est bien expliqué. Merci. Hein, Puis, oui, c'est troublant. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis je vous remercie de nous inviter ce soir, aujourd'hui, pour en parler. Mais je tiens aussi à remettre l'aide médicale à mourir, qui est un soin parmi une gamme de soins dans les soins palliatifs. Vous savez, les maisons de soins palliatifs, comme la Maison René Verrier, notre job, nous, c'est de s'assurer du confort optimal du patient, autant physiquement que psychologiquement, pour ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est toujours des fins de vie qu'il y a chez votre fondation? Toujours, à la Maison René Verrier, puis dans les autres maisons au Québec. Les maisons de soins palliatifs, ce sont des maisons de fin de vie. La durée moyenne de séjour des patients, c'est à peu près 3 semaines. Il y en a qui rentrent pour quelques jours, il y en a qui arrivent pour 1 mois et demi, 2 mois, mais la moyenne, en statistique, c'est 3 semaines. Et j'imagine que c'est pas le même décor qu'à l'hôpital. Bien, pas du tout. Une maison est conçue pour que ce soit une maison et non pas un centre hospitalier. Une vraie chambre. Puis je vous invite à aller sur les sites Internet des maisons de vos régions pour aller faire des visites virtuelles. C'est carrément pensé et conçu pour optimiser le confort du patient en fin de vie. Or, en soins palliatifs, il y a aussi ce qu'on appelle la sédation palliative en continu. Contrairement à l'aide médicale à mourir ou à l'aide d'une injection, de 3 injections, et tantôt vous disiez que la première est l'introduction d'un sommeil profond. En fait, la première injection est un anxiolyse, donc pour calmer le patient. Et c'est un anxiolyse qui est très puissant. Alors souvent, le patient s'endort. Très souvent. Ensuite, c'est l'introduction du coma profond. Et la 3e et dernière injection, c'est un arrêt neuromusculaire. Alors, les poumons arrêtent de respirer, le cœur arrête de battre. D'accord? Ça, c'est la séquence des 3 injections pour l'aide médicale à mourir. Or, il existe aussi la sédation palliative en continu, qui est un autre soin accessible à tout le monde en soins palliatifs, où là, on sait que la mort s'en vient. C'est dans les jours qui viennent. C'est pas en termes de semaines, c'est en termes de jours. Or, au lieu de se prendre un rendez-vous avec la mort, comme à l'aide médicale à mourir, on s'endort de façon chimique avec des injections aux 4 heures qui vont nous tenir endormis jusqu'à temps que la mort arrive d'elle-même. Mais il y a des gens qui refusent la sédation parce qu'ils veulent mourir éveillés. Ils ne veulent pas mourir endormis. Alors, le choix qu'un patient fait de demander l'aide médicale à mourir, ce sont toutes des choses qui lui ont été expliquées par le premier médecin. Ce sont toutes des choses qui ont été discutées et on a vraiment pris le temps avec ce patient-là d'évaluer est-ce que c'est le bon soin pour vous? Est-ce qu'il y aurait autre chose qui est accessible et qui est possible dans votre cas? Mais déjà, moi j'ai entendu tellement ça souvent. Moi, j'aimerais mourir dans mon sommeil.
Tellement, là. Je veux pas souffrir, moi, je veux mourir dans mon sommeil. Je savais pas, et là, c'est... oui, on a le choix de ça aussi. Oui, mais il y a des gens qui veulent mourir réveillés. Oui, c'est ça. Alors, c'est disponible. Oui, c'est une notion où il faut garder une ouverture, je pense, complète et absolue sur le respect du choix de l'individu qui est en fin de vie. Qui suis-je, moi, pour juger que... Ben non, vous êtes capable d'en prendre encore un petit peu, là. Vous souffrez pas tant que ça, hein? On est capable de... Ben non, c'est ça. C'est quoi le seuil de tolérance d'un individu par rapport à un autre? Ouais. Donc, c'est carrément le respect total et absolu du patient qui est en fin de vie. C'est ça, l'aide médicale à mourir. Bravo. C'est mourir dans le respect, dans la dignité, c'est carrément ça. Et la majorité, encore une fois, des témoignages à travers le Québec qu'on entend, autant par les soignants que les médecins, que les familles, Madame le disait tantôt, ça s'est fait sereinement, ça s'est fait doucement, dans l'amour. Et ces personnes-là qui restent, est-ce que la maison René Verrier offre quelque chose aussi? Absolument. Chez nous et dans une maison de soins palliatifs, bien sûr, on prend soin des gens au niveau physique, mais beaucoup au niveau psychologique aussi. Alors, Madame, puis c'est malheureux, mais nous, on offre beaucoup du suivi de deuil, du soin psychologique de suivi de deuil. Et on a des thérapeutes qui travaillent avec nous et c'est accessible toujours gratuitement. Vous savez que toutes les maisons de soins palliatifs au Québec, tout est gratuit. Les soins sont gratuits pour tout le monde. Parce qu'on a des philanthropes, des donateurs, des commanditaires qui nous financent une bonne partie de notre budget et l'autre portion nous vient du ministère de la Santé. Donc, les soins palliatifs en maison sont gratuits. Donc, le soin psychologique aussi est un soin palliatif. Hein? Le soin palliatif fait partie, il comprend tout l'aspect de la personne, autant physique que psychologique. Pour le proche aidant aussi. À Drummondville, on a aussi, à travers la maison René Verrier, ce qu'on appelle nos services René Verrier, où on fait des soins à domicile chez les gens et on s'occupe beaucoup des proches aidants. On leur offre beaucoup de soins psychologiques suivis. Et ça aussi, c'est gratuit? Ça aussi, c'est gratuit avec la Fondation René Verrier. À Saint-Hyacinthe, je ne sais pas, mais vous avez certainement un organisme à but non lucratif qui peut vous aider au niveau du suivi de deuil, j'en suis convaincue. Mais le proche aidant est quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que c'est celui qui reste. Et il faut en prendre soin, mais je vous encourage vraiment à en parler avec vos amis. On a compris tantôt que vous étiez amis tous les deux. Donc, vraiment, allez vous chercher du support. C'est tellement important. Mais c'est beaucoup de parler avec des amis. Ça l'aide beaucoup aussi. Et parfois, un thérapeute ou un travailleur social ou un psychologue va vous outiller de façon objective. Il ne sera pas impliqué, lui, sentimentalement ou émotivement dans votre situation. Alors, cette personne-là va vous outiller et c'est sa job. Et dans une maison de soins palliatifs, on fait aussi beaucoup ça. Notre job, c'est évidemment de prendre soin du patient, mais notre deuxième patient, c'est la famille. C'est le proche aidant. Alors, on ne les laisse pas tomber. Une fois que le décès est arrivé, qu'il soit par aide médicale à mourir ou qu'il soit de façon spontanée, disons-le ainsi. Je suis vraiment content parce que ça fait du bien de vous entendre après ce beau témoignage que Claudette nous a donné, rempli d'émotions, bien sûr, un souvenir de notre ami Jacques, mais de nous apporter des solutions comme ça. C'est le but de l'émission, en fait. Je suis content de vous rencontrer, de vous connaître. Ça fait plaisir. De savoir que, entre parenthèses, René Verrier, c'était... En fait, René Verrier est décédé en 1998. C'était un homme très connu dans la région de Drummondville, un comptable de métier qui a fondé une firme d'experts comptables qui est à grande renommée chez nous, impliqué, grand philanthrope. Et sa famille, à son décès, a décidé de partir une fondation pour venir en aide aux gens atteints de cancer, parce qu'il est lui-même décédé d'un cancer au cerveau. Or, avec les années, l'objectif ultime était de bâtir une maison de soins palliatifs. Moi, je suis arrivée en 2010. Ma mission était de ramasser les millions pour la construction et de mener à bien le projet de maison. C'est ce qu'on a fait et maintenant, depuis 3 ans, notre maison est ouverte. Alors, avec la Fondation René Verrier, la maison René Verrier et les services René Verrier, on a une 50aine d'employés, on a environ 200 bénévoles, on a des centaines
centaines de familles de la région de chez nous. À la Maison René-Verrier seulement, on est à notre 349e patient que nous allons accueillir demain. C'est incroyable, autant que ça. Mais le besoin est là. Ben oui, vous disiez tantôt, à tous les jours, il y a quelqu'un qui apprend que... Exactement. Alors, la beauté de la chose, c'est que maintenant, les gens ont un endroit conçu et réfléchi pour les aider à traverser cette épreuve-là et cette situation-là dans la dignité, dans l'amour et le respect, la quiétude. Et pour l'aidant aussi, c'est rassurant de savoir voilà. qu'il y a tous ces gens-là qui sont prêts à nous appuyer. Oui. Wow, bravo. Alors, vraiment, allez voir les sites web de vos maisons de soins palliatifs dans votre région. Ce sont des ressources extraordinaires avec des gens de cœur, gros comme ça. Et... C'est parfait. Ouais. Ben, merci beaucoup. Moi, les gens de cœur, j'en rencontre à chaque émission. Claudette, merci infiniment pour ce beau partage encore une Ça fois. m'a fait bien plaisir. Marie-Julie, merci pour ces belles explications. Et on invite les gens à aller consulter les sites web de vos régions, bien sûr, de les maisons palliatives, de les centres, les fondations. C'est un grand plaisir de se faire du bien. Moi, j'ai arrêté le temps avec l'émission Au nom de la vie pour prendre le temps de se parler des vraies choses. Et c'est ce qu'on a fait encore une fois ce soir. Et si vous avez des besoins, gênez-vous pas. Il y a des gens qui sont là pour nous aider, partout dans nos régions. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous. Merci à notre directeur de plateau, au caméraman, à toute l'équipe qui était avec nous, encore une fois. Mon nom est Robert Leroux, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine. Bye-bye. Chante au nom de l'amour, au nom de la joie à chaque jour. Chante au nom de la vie, chante avec moi jusqu'à l'infini. Chante avec moi jusqu'à l'infini. Chante avec moi. Au nom de la vie. Germain Larivière de Saint-Hyacinthe a été enchanté de vous présenter Au nom de la vie.